Bonjour, je viens vous présenter le cursus de formation qui concerne les 12 travaux d'Hercule. Ce cursus se déroule en 12 cours, puisqu'il y a 12 travaux, d'octobre 2025 à novembre 2026. Mais comme pour toutes les formations, je le dis à chaque fois, je souhaite préciser qu'il n'est absolument pas nécessaire, entre guillemets obligatoire, de s'inscrire à l'entièreté de ce cursus. Il est possible de ne s'inscrire que mensuellement et pas pour l'entièreté de cette formation d'emblée. Et puis, il est possible à l'intérieur de ces 12 cours de n'en choisir que quelques-uns, dont par exemple le sujet vous intéresserait particulièrement. Je vous invite à lire le programme téléchargeable sur le site. Il se trouve sur cette page. Vous pouvez aussi le lire sur place. Il y a cette année de nouvelles modalités, de nouvelles possibilités d'inscription, puisque les cours dans ces formations sont en général construit à partir de vidéos plus un cours collectif mensuel. Or, certains d'entre vous ne souhaitent que les vidéos et pas le cours collectif en visioconférence. Et c'est désormais possible de ne se procurer que les vidéos et pas le cours oral. Alors, c'est pour ça que sur cette page de commande, vous avez diverses options de prix. Voilà pour la partie pratique. Dans le programme, j'ajoute que j'ai essayé de détailler le plus possible le contenu de chaque cours. Alors, Hercule est un héros emblématique de la mythologie grecque et ses 12 travaux constituent une série d'épreuves très édifiantes qui témoignent de sa force, de sa détermination, de son courage, de sa résilience. Mais il a accepté ces 12 travaux, j'y reviendrai un petit peu par la suite, et cela veut dire qu'il accepte ce que nous appelons le processus d'individuation. Je rappelle que celui-ci est un processus de croissance, de développement vers ce que l'on est fondamentalement, et ce processus-là est propre à toutes les espèces vivantes, pas seulement les êtres humains. Sauf que pour nous, les êtres humains, les étapes de ce processus peuvent apparaître comme des obstacles, comme des moments de pas de chance, comme des épreuves à laquelle on n'arrive pas à donner du sens. Et alors qu'on pourrait regarder la notion d'épreuve comme un test de connaissance, je pense aux épreuves du bac, par exemple, aux épreuves tout examen, qui sont des tests de connaissances, et c'est ce qui va se passer au fil du périple d'Hercule. À chacun de ces 12 apprentissages, parce que ce sont des apprentissages en fait, il va se découvrir, se rencontrer, l'être profond qu'il est, et cela amènera à une libération à la fin des 12 travaux, tout comme le processus d'individuation. Si nous pouvions l'amener à terme, nous proposerait une forme d'unité intérieure libératrice. Par unité intérieure libératrice, j'entends l'acceptation de soi-même, la connaissance de soi. Je rappelle que chez Apollon, sur le fronton de Delphes, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu seras libre ». On retrouve un petit peu quelque chose comme ça. Alors, l'histoire d'Hercule
est très proche, en tout cas, elle a des points de concordance, il y a des différences, mais elle a des points de concordance avec l'épopée de Gilgamesh, qui est un mythe mésopotamien très très ancien dans lequel a puisé la mythologie grecque et dans lequel a puisé la Bible. L'épopée de Gilgamesh a été étudiée dans les formations l'an passé sur ce site. Nous avons exploré les 12 signes et à l'occasion des différentes étapes de cette épopée, et si cela vous intéresse, eh bien cette formation se trouve dans le catalogue. Alors, le parcours de Gilgamesh est une recherche spirituelle. Son épopée symbolise la quête d'initiation, ce qui renvoie, encore une fois, j'insiste sur le processus d'individuation, ce qui renvoie au fait de prendre conscience progressivement de la manière dont on est construit, de la manière dont on est conditionné par notre histoire et des ressources à disposition pour se différencier de ces conditionnements et puiser avec un niveau de conscience accru dans les ressources du thème qui, je le rappelle, est le reflet de notre psyché, de notre intériorité. Ainsi, Hercule chemine et se confronte à des épreuves les plus inattendues, et en plus de sa force physique remarquable, il jouit d'une force intérieure, et déjà ces récits vont, dans leur globalité, nous interroger sur ce plan entre une pseudo-solidité affichée à l'extérieur et une réelle force intérieure sur laquelle on peut s'appuyer, une force qui passe par la maîtrise et non par le contrôle. Où est-ce que nous en sommes? Quelles sont les ressources de notre thème qui nous permettraient justement de tendre vers cette force-là, cette réelle force-là? Vous voyez, c'est une des questions, ça n'est pas la seule, mais que nous posera tout ce périple. Et puis, on s'intéressera d'abord à l'histoire très peu ordinaire d'Hercule. Il est le fils de Zeus, qui est le chef des dieux, qui est céleste, qui est divin, c'est un grand dieu. Il est le fils d'une aussi, donc sa mère est Alcmène, qui est une maîtresse de Zeus, et elle est terrestre, elle est mortelle. Donc Hercule part dans la vie avec une double origine, céleste et terrestre, et déjà cela nous interrogera aussi en pratique dans le thème. Comment sommes-nous appelés à relier ces deux dimensions dans nous, entre ciel et terre, pour un alignement intérieur? Et puis Hercule a un jumeau qui a été conçu en même temps que lui, donc. Et on voit aussi que cela nous renverra à travailler le thème dans l'optique de la gémellité, de la quête du double. Nous en reparlerons dans certains cours. Et à la naissance d'Hercule, Zeus va lui prédire un destin exceptionnel, un destin royal. Mais Héra, qui elle est son épouse légitime, est très en colère parce que Zeus a été infidèle, il a fait un enfant avec une autre femme. Héra le prend très très mal et il va provoquer la naissance d'Eurysthée, le jumeau d'Hercule, avant celui-ci. Ce qui fait que c'est le premier-né
Eurysthée qui va hériter de la fonction royale, de la fonction de roi. C'est une des premières vengeances d'Héra qui va par la suite, tout au long de l'enfance d'Hercule, le harceler jusqu'à le rendre fou. Et celui-ci, pris de folie, à un moment donné, va tuer ses propres enfants, va tuer ses éducateurs, et une fois qu'il aura recouvré la raison, eh bien, Hercule va être pris d'immenses regrets, de beaucoup de culpabilité, bien sûr. Et c'est là que Eurysthée, toujours sous les conseils d'Héra, va lui imposer d'abord 10 travaux, pas 12, d'abord 10, pour qu'il expie cette faute. Donc il y a 10 travaux d'abord, mais nous verrons dans les cours que 2 d'entre eux n'ont pas été validés. Nous verrons pourquoi, ce sera d'ailleurs intéressant. Et donc au final, Hercule en fera 12. Alors le récit de ces expériences parfois dramatiques offre une perspective quant au progrès possible de l'âme. Ces 12 étapes nous font passer par les 12 signes astrologiques. Je le rappelle, les signes sont de l'énergie dans laquelle nous pouvons puiser très différemment selon le niveau de conscience dans lequel nous nous situons. Et on peut, encore une fois, relier les 12 signes aux étapes du processus d'individuation parce que chaque énergie, chaque signe propose, à l'intérieur de cette énergie même, propose une progression en conscience dans la manière de puiser dans cette énergie. Il y a 4 niveaux de conscience au minimum, et ceci est une spécificité de l'astrologie humaniste, et Hercule nous montrera à travers les 12 étapes, et donc les 12 signes, que l'on peut utiliser un signe à partir du niveau de conscience biologique, instinctif, animal, organique, et on peut l'utiliser aussi à partir d'un niveau de conscience qui est relié au divin que l'on porte en soi. Et entre les deux, il y aura encore le niveau de conscience lié à nos conditionnements personnels, ce que Dan Rudhyar appelait le niveau socio-culturel, et le niveau de conscience spirituelle, ce que Dan Rudhyar appelait individuel, c'est-à-dire qui correspond à la prise de conscience que nous pouvons utiliser les ressources de notre thème, que nous portons dans nous, d'une autre manière, davantage en fonction de ce que l'on se sent être. Hercule nous montre cette progression à travers chaque signe, et cette spécificité de l'astrologie humaniste, à partir des niveaux de conscience, ne porte pas que sur les signes, elle porte sur les maisons, sur les modes, sur les éléments, sur les planètes, etc. Il y a quelques articles à ce sujet sur le site, si cela vous intéresse. Alors, nous verrons donc pour chaque cours, bien sûr, que nous verrons le ou les signes que l'on peut mettre en relation avec chacune des 12 étapes. Je dis le ou les signes parce que les astrologues ou autres ne sont pas toujours d'accord sur le signe qui serait associé à tel ou tel travail d'Hercule. Mais peut-être il peut y en avoir plusieurs. Donc parfois nous en proposerons plusieurs et nous verrons le lien qu'ils ont entre eux dans le thème astrologique.
Et puis, à l'intérieur des 12 travaux de chaque récit, on retrouvera aussi des archétypes, c'est-à-dire les planètes, qui sont en jeu. On les retrouvera toutes d'ailleurs. Donc on aura l'occasion d'y revenir, de repréciser avec un regard un petit peu noble, j'espère. On reverra les éléments, les récits, les 12 récits sont reliés chacun à un, voire plusieurs éléments. Nous aurons l'occasion, pour certains travaux, d'aborder des astéroïdes comme Chiron, par exemple, certaines déesses, d'autres mythes aussi qui peuvent s'associer, voire certains contes, et même dans certains récits, on va retrouver des aspects. Quand par exemple Hercule doit capturer Cerbère, qui est le chien à 3 têtes, gardien de la porte des enfers, gardien du domaine de Pluton, Hadès, il n'est pas question qu'il le tue ou qu'il le blesse, il est question qu'il le capture et qu'il le ramène à Eurysthée. Ce qui fait qu'il doit maîtriser sa force. Eh bien, cela nous amènera par exemple à considérer, entre autres, les aspects Saturne-Mars qui proposent à un certain niveau de conscience non pas le contrôle, mais la maîtrise de nos positionnements, de nos mises en œuvre. C'est un exemple qui est très réducteur, mais c'est pour expliquer un petit peu en quoi on peut retrouver matière à évoquer nombre d'aspects à travers ces récits. Et puis, vous le verrez dans les cours, dans le détail des cours sur le programme écrit, en fonction de chaque récit, nous dégagerons une thématique particulière. Par exemple, quand il s'agit du travail qui évoque le sanglier d'Érymanth, eh bien, cela nous renverra à travailler la dimension pulsionnelle en nous. Quelles sont les dispositions dans notre thème pour gérer cette dimension-là et non l'étouffer, mais l'accueillir et la gérer, comment ça se présente, comment on peut voir ça dans un thème. Donc voilà, c'est quand même assez riche et ce cursus s'adresse aux personnes évidemment qui souhaitent développer leur connaissance de l'astrologie, approfondir certaines thématiques, certaines pratiques, certaines démarches sur le thème. Il y aura des méthodologies de travail très structurées. Ce cursus s'adresse aussi aux personnes qui font le lien entre la mythologie et l'astrologie. Ceci, c'est un peu quand même le propos global de toutes les approches, enfin de tous les cours proposés sur ce site, et aux personnes bien sûr qui s'intéressent à la psychologie des profondeurs. Et puis, cela peut être pris aussi comme une démarche de réflexion personnelle sur son propre thème, et j'essaierai dans la mesure du possible d'accompagner aussi cela. Voilà, merci de votre écoute. Au revoir.